Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, avec toute l'équipe de la Fédération hospitalière de France, de vous accueillir aujourd'hui, ici, autour d'une thématique qui nous est chère, qui est celle de la prévention. Donc, c'est une initiative de la Fédération hospitalière de France que de s'interroger sur le rôle des établissements publics de santé, qu'ils soient dans le sens sanitaire, mais aussi médico-social, dans la prévention. Et c'est la raison pour laquelle il existe au sein de la Fédération hospitalière de France une commission prévention que j'ai l'honneur de présider. Cette prévention qui nous est chère et qui nous préoccupe aussi parfois et a été placée au premier plan des priorités nationales en santé par le président de la République lui-même. C'est un événement que nous avons vécu il y a quelques mois. Et de mémoire de professionnel de santé, je ne me rappelle pas avoir écouté une injonction aussi évidente et forte vis-à-vis de la prévention. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous sommes, dans un plan de Ma Santé 2022, avec une interrogation sur la prévention, sur la façon dont les établissements publics de santé la font eux-mêmes, et puis aussi peuvent s'accorder avec les représentants, les grands témoins qui sont là aussi aujourd'hui et qui appartiennent à d'autres institutions ou groupes. C'est Frédéric Valletoux qui devait ouvrir cette séance aujourd'hui, le président de la FHF. Il n'a pas pu le faire, mais il a tenu à être présent aujourd'hui malgré tout. Je vais lui laisser la parole. Mesdames et messieurs, chers amis, à l'heure qu'il est, je suis bien loin de vous, dans l'océan Indien, et c'est pour ça que j'ai voulu, à travers cette vidéo, pouvoir vous dire à quel point, pour nous, pour la Fédération hospitalière de France, cette journée est importante. Je voudrais d'abord remercier le professeur François Chollet de son investissement, et tous ceux qui, autour de lui, travaillent depuis un an pour que cette commission prenne toute la place qu'on l'on doit à ce thème de la prévention. C'est un thème majeur, c'est un thème, nous le savons tous, qui est essentiel, c'est un thème qui est inscrit dans les grands défis de demain de notre système de santé, et grâce à la mobilisation qui est la vôtre, grâce à votre investissement, grâce aux réflexions qu'ensemble vous partagez, eh bien, nous nous sentons armés, nous, la Fédération hospitalière, pour participer aux travaux avec le gouvernement, avec les différents partenaires, mais aussi pour faire œuvre utile auprès de nos adhérents, pour éclairer un chemin dont on sait qu'il est un chemin nouveau, en tous les cas vers lequel on doit plus tendre dans les années qui viennent. La prévention, les hôpitaux en font déjà, mais demain ils doivent en faire plus, en faire mieux, et puis surtout en faire de manière plus partenariale avec l'ensemble des professionnels de santé, avec des partenaires peut-être avec lesquels naturellement les habitudes de travail ne sont pas toujours développées. Donc c'est un défi pour nos établissements, c'est un défi pour les professionnels de santé, c'est un défi pour notre système de santé plus largement, réussir à inscrire la prévention dans une prise en charge qui demain devra lui faire une place beaucoup plus importante. Donc cette journée, pour toutes ces raisons-là, elle est importante, elle est majeure, nous devons formaliser, nous devons structurer, nous devons renforcer un corpus de propositions sur ce sujet. C'est la mission qui est la vôtre, vous l'avez pleinement compris, et c'est ce à quoi vous allez vous atteler toute cette journée. Alors quand j'ai revu le programme qui était le vôtre, j'ai vu l'ensemble des compétences que vous avez réunies lors de ce séminaire. J'y suis vraiment très sensible. Je sais que c'est essentiel pour nous que vous puissiez réunir ensemble tout un savoir-faire et ensemble faire fructifier ces propositions que vous allez porter ensuite. Donc nous attendons avec impatience la restitution de cette journée. Nous allons inscrire en 2020 dans le calendrier de nos instances et notamment du conseil d'administration la restitution des propositions que vous allez évoquer et continuer à travailler dans les prochains mois. C'est vraiment pour nous un sujet essentiel, réussir ce virage de la prévention et faire la preuve eh bien que les établissements hospitaliers, mais à travers eux l'ensemble des professionnels qui y travaillent, ont bien pris la mesure de cet enjeu et de ce défi pour demain. Alors bon travail, et puis à très vite
pour parler des conclusions lorsque celles-ci seront formalisées. Bien. Merci à Frédéric. Le temps est donné. Je pense qu'il a extrêmement bien exprimé tout l'enjeu de cette journée. Je vais maintenant enchaîner et passer la parole à Franck Chauvin, que je remercie de participer à cette journée. Franck Chauvin est professeur de santé publique, oncologue médical. Il a beaucoup travaillé sur la prévention des cancers, mais aussi sur la recherche en prévention. Il est président du Haut Conseil pour de la santé publique, qui est un organisme autour du ministre de la ministre de la Santé, et qui à travers les expertises qu'il donne, à travers les rapports qu'il fait, éclaire le chemin de la santé publique dans ce pays. Je le remercie d'être venu et je lui donne la parole avec cette préoccupation qui est la nôtre et les questions qu'on lui pose. C'est quelle est sa vision de la prévention et des dispositifs qui doivent être mis en place dans ce pays pour améliorer un système qui fonctionne quand même un peu déjà. Et puis aussi, quelle est, selon lui, la place des offreurs de soins dans ce champ de la prévention. Franck, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée. Donc, comme vous le disiez, je suis médecin, je suis oncologue. Donc, j'ai travaillé dans les centres de lutte et dans un CHU. Donc, je suis effectivement de la communauté. Je dis ça en introduction parce que, comme c'est un séminaire, j'aimerais amener quelques points de réflexion plus que des certitudes, des chiffres. Et ce qu'il me semble intéressant de pouvoir faire, c'est se poser des questions face à une injonction qu'on reçoit qui est celle de la prévention à l'hôpital. Et c'est la question que vous m'avez posée. Alors, je vais vous expliquer comment on a travaillé. Et effectivement, le Haut Conseil de la santé publique est un haut conseil d'expertise placé auprès de la ministre de la Santé. Donc, on est 76 experts et on répond à un certain nombre de saisines au fil de l'eau. Et comme je le disais tout à l'heure, il se trouve que j'ai été élu président en même temps que la ministre a été nommée ministre et que quelques jours après, Benoît Vallet, le DGS, le directeur général de la santé, me convoque dans son bureau et me dit voilà, on veut faire une nouvelle stratégie nationale de santé et on a besoin que le Haut Conseil fasse le diagnostic de l'état de santé de la France, les pistes d'action et les modes d'action prioritaires pour cette stratégie nationale de santé. Alors, comme je le disais encore tout à l'heure, j'ai dit à Benoît, écoute, oui, c'est très bien, on se revoit dans un an et puis on va te donner le résultat de nos travaux. Il m'a dit, non, tu n'as pas bien compris, on a complètement changé de logiciel et il nous faut ça pendant un mois et demi. Alors, effectivement, on a eu à se poser la question de comment on pouvait faire évoluer notre système et effectivement est arrivée tout de suite la question de la prévention. Avant de commencer, il me semble important, parce qu'à mon avis, c'est le point fondamental qui est en jeu, de savoir quels sont et comment marchent nos systèmes de santé. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a peu de connaissances, globalement tous, des systèmes de santé. Et globalement, vous savez qu'il y a 3 grands systèmes de santé. Il y a le système assurantiel pur, le système américain. Vous avez le système bismarckien, c'est Bismarck qui est là, qui a créé à la suite des émeutes de la fin du 19e le système bismarckien d'assurance sociale. Et puis vous avez Bedridge qui a créé la notion d'État-providence. Et vous avez les 2 Français, Ambroise Croizat et Pierre Laroque, qui ont créé le système français qu'on connaît actuellement globalement, qui a assez peu bougé et qui oscille entre ce système bismarckien et ce système bedridgien. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a 3 socles dans tous les systèmes de santé de ce type. C'est que c'est des systèmes qui socialisent le risque, non pas qui mutualisent, mais qui socialisent le risque. C'est-à-dire que le risque individuel est pris à un échelon national, dans la nation.
c'est un principe d'équité, c'est-à-dire qu'on doit donner plus à ceux qui méritent plus, et ce n'est pas un principe d'égalité. Vous savez que la France a un grand problème avec ça, c'est que la France est un pays égalitaire et donc inéquitable. Et il y a le problème, bien sûr, de la soutenabilité. Et ces trois axes de nos systèmes, en fait, conditionnent, me semble-t-il, la réflexion sur l'évolution du système. Parce que, évidemment, on peut réfléchir à l'évolution des structures, mais en fait, ce qui est derrière, c'est bien évidemment le système qu'on veut tous ensemble pour la suite. Autre point, et je discutais avec Jean-Jacques Waplet tout à l'heure, et pour les soignants, je sais que c'est très compliqué, mais enfin quand même, il faut le dire, le système de soins, c'est-à-dire ceux dans lesquels on passe tous notre temps, 80, voilà, tout notre temps sans temps libre, etc., ne contribue qu'à 20% de la santé d'une population. Tout le reste de la santé d'une population se passe en dehors du système de soins. Et notamment, on le sait de plus en plus, tout l'environnement social pèse de plus en plus lourd, et pèse d'ailleurs plus lourd que les facteurs individuels. C'est-à-dire que globalement, pour faire simple, plus personne ne pense que les obèses mangent parce qu'ils ont faim, que les alcooliques boivent parce qu'ils ont soif ou parce qu'ils le veulent, et que les fumeurs fument parce qu'ils ont envie de fumer. Bien sûr que non. Il y a un conditionnement social qui influence les pratiques, et donc si on veut agir sur la santé d'une population et les déterminants de santé, on sait que c'est sur l'environnement et l'environnement social que se joue une grande partie de l'action sur la santé d'une population. Et ces deux points, me semble-t-il, que sont, un, comment fonctionne notre système de santé avec ces trois pôles, et les déterminants de la santé, conditionnent, me semble-t-il, notre réflexion à nous, soignants, c'est-à-dire du système de soins. Alors, effectivement, ce n'est pas la vision qu'on en a. Moi, ce n'est pas la vision que j'ai apprise. Et forcément, parce qu'on vient du système de soins. Alors, je le dis, mais ne le prenez pas mal. Je le dis vraiment comme un sujet de réflexion. Nous, soignants, nous avons un intérêt objectif, comme disent les marxistes, à ce qu'il y ait de plus en plus de malades, qui aillent de plus en plus mal. Notre système, il est conçu comme ça. Alors, je sais que c'est extrêmement... Je me fais agresser par des copains quand je dis ça, mais il faut en avoir conscience. Au sens où demander à des soignants de faire de la prévention, c'est tout sauf simple. Et c'est tout sauf évident. Et tant qu'on ne va pas démonter ces paradoxes, on n'y arrivera pas. Et il nous faudra du temps pour démonter ces paradoxes. Et j'espère qu'il n'y a pas de Twitter, si j'en vois un qui tweet peut-être, mais je me méfie toujours de ce que je dis. Mais comme je dis souvent, et je vous demande de ne pas le tweeter, voilà, mais comme image en début de matinée, demander à des soignants de faire de la prévention, c'est à peu près comme demander à un boucher de convaincre sa clientèle de devenir végane. C'est quelque chose de cette nature-là. Et il faut en avoir conscience, parce que se cacher ça, c'est évidemment se priver d'un mode d'action. Alors vous l'avez vu, pour avancer un petit peu, je ne veux pas être trop long, c'est vraiment une introduction, on a eu quand même deux signaux extrêmement forts donnés par le gouvernement. Le premier, c'est cet article du 11 décembre 2017. Moi, celui-là, il m'a marqué, et je pense qu'il va marquer pendant longtemps, qui est l'interview d'Agnès Buzyn dans Libération, qui dit en fait, pour l'hôpital, on est arrivé au bout d'un système, c'est-à-dire que sa réflexion, elle était systémique, elle n'était pas structurelle, elle était systémique. Et puis, on était plusieurs à l'Élysée l'année dernière, au mois de septembre, à entendre le président de la République, et vous le rappeliez tout à l'heure, le président de la République nous dire « cette course à l'activité est devenue folle, et en fait, tout notre système nous y incite ». En fait, on a un système qui nous incite à produire de plus en plus d'activités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, en fait, si on veut changer les choses, il faut refixer un cap qui n'est forcément pas le cap de l'activité. Parce que si on est sur le cap de l'activité, on ne va pas y arriver.
Alors je sais que ça va provoquer bien sûr des réactions, mais c'est pas grave. On est là pour discuter. Je veux bien discuter avec vous autant que vous voulez, et je pense qu'il y a d'autres qui discuteront bien entendu avec vous. Alors, il se trouve que le Haut Conseil a été confronté 3 fois de suite au problème de la prévention. La première fois, on a travaillé sur une autosaisine, c'est-à-dire qu'on s'est saisi nous-mêmes, et on s'est dit, c'est quand même bizarre que sur les groupements hospitaliers de territoire, il n'y ait rien sur la santé publique. Rien sur la santé publique. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut développer une approche territoriale et ne pas parler de la population? C'est bizarre. Et donc, on a fait un certain nombre de recommandations sur les groupements hospitaliers de territoire. Je sais qu'il y a des GHT qui ont repris nos recommandations et qui mettent en place un certain nombre de choses. La stratégie nationale de santé, je vous en ai parlé, nous a amené à réfléchir là-dessus. Et puis, dans la foulée, on a eu une autre saisine DGS, DGOS, qui nous ont dit, mais après tout, quelle serait la place des offreurs de soins dans la prévention? Si on veut aller vers la prévention, qu'est-ce que vous proposez pour la prévention? Et dans nos recommandations de la stratégie nationale de santé, qui en fait ont pratiquement toutes été reprises dans le document définitif de la stratégie, on a proposé de développer massivement la prévention et d'arrêter d'avoir en France une approche par pathologie pour avoir une approche par déterminant. Alors ça, pour les cancérologues comme moi qui ont vécu biberonnés au plan cancer, hein, c'est très compliqué. Et je ne me suis pas fait que des amis. Je vais aller aux rencontres françaises de la cancérologie là, tout à l'heure. J'y vais en me cachant, etc. Parce qu'effectivement, on dit qu'il faut arrêter d'empiler les plans par pathologie parce que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et on a proposé effectivement le virage préventif, et je suis extrêmement content de voir que votre président parle du virage préventif, puisqu'il a pris le mot du virage préventif. On a proposé aussi un autre virage qui a été moins évoqué ce matin, qui est le virage vers les soins primaires. C'est un virage qui doit se passer au niveau mondial, hein, vous le savez, il y a des recommandations au niveau mondial, j'en reparle tout de suite. Alors, si on parle de prévention, il faut parler de santé, et si on parle de santé, il faut parler d'état de santé. Et je ne vais pas être trop long et trop compliqué. Mais vous savez que la France est confrontée à un problème qu'on connaît, qui a été décrit en 1976 par Greenberg, qui s'appelait « The Failure of Success ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes victimes de notre succès. Et que la France, là c'est sur les 20 dernières années à peu près, mais en 30 ans, a réussi, enfin, a mis en place un système qui augmente l'espérance de vie sans rien changer à l'espérance de vie en bonne santé. Puisque dans toute cette période, vous voyez, on a augmenté l'espérance de vie un trimestre par an à peu près, et l'espérance de vie en bonne santé ne change pas. Et c'est ce que Greenberg a évoqué. Deuxièmement, si on regarde la perception de l'état de santé, on peut se dire, c'est pas grave, si notre système de santé est bon, la population devrait se sentir en bonne santé. Mais non, non. Eh bien non. Et même les plus favorisés de la population, qui sont ceux-là, vous voyez que c'est parmi les plus bas de tous les pays européens, de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'en fait, la France est un des pays où on ne se sent pas en bonne santé. Donc la santé perçue n'est pas bonne. Et dernier point, vous le savez, notre pays a une espérance de vie qui est de 13 ans supérieure quand vous êtes dans le 20e supérieur par rapport au dernier 20e, les 5%, 5%. 13 ans. 13 ans qui augmente d'ailleurs régulièrement. Chaque fois que l'INSEE sort des chiffres, ce chiffre augmente. Et donc en fait, on a un pays inégalitaire avec de grandes inégalités, une espérance de vie qui augmente, pas d'augmentation de l'espérance de vie et une santé perçue qui n'est pas bonne. Alors on peut regarder, en ouvrant un tout petit peu la porte, ce qui se passe à l'étranger. Et je n'ai pas le temps, excusez-moi, les chiffres ne sont pas bien sortis ici, mais ah oui, je n'ai pas vu, mais ils sortent pas bien, mais ce n'est pas grave. La Suède, pendant le même temps que nous,
a augmenté de près de 10 ans son espérance de vie en bonne santé. Et quelle est la caractéristique de la Suède au point de vue dépenses et dépenses hospitalières? Ben, vous voyez, elle a pratiquement 12 points de moins de dépenses hospitalières et pratiquement le double de dépenses de soins primaires. Alors pour des hospitaliers, effectivement, ça fait réfléchir. J'ai déjà fait des séminaires avec des hospitaliers. C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour nous tous, hein, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on fait mal? Est-ce qu'on ne fait pas bien? Où est l'erreur, etc. Ça, c'est quand la Suède a augmenté parallèlement son espérance de vie et son espérance de vie en bonne santé. D'ailleurs, elle a fait des choix il y a 15-20 ans qui maintenant portent leurs fruits, et d'ailleurs des dépenses de santé qui sont maîtrisées. Alors, quand on a fait l'analyse de l'état de santé de la France, je passe très très rapidement. En fait, on a identifié 4 menaces pour la santé de la France dans les années qui viennent. Première menace, bien sûr, l'exposition aux polluants et toxiques. Il y a suffisamment d'indications en ce moment pour dire qu'on n'a pas dû se tromper beaucoup, puisque ce thème n'arrête pas de sortir. Et c'est vrai que c'est un problème qui, quand vous regardez les chiffres, est extrêmement impressionnant. Mais l'autre problème, c'est évidemment le changement climatique, avec notamment les maladies vectorielles qui se développent. On a eu que quand même 3 cas de Zika autochtones pendant l'été en France. C'est jamais arrivé. Ça n'est pas arrivé dans d'autres pays d'Europe. Alors, bien sûr, pour les hospitaliers, Zika, on se dit qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. Et quand même, ça veut dire qu'on a Zika, qu'on a du chikungunya, qu'on a de la dengue. C'est pas tout à fait anecdotique. En plus de ça, on a une population qui est mal protégée par les vaccins et on a l'antibiorésistance. Autant dire que le risque infectieux est un risque majeur pour la population dans les années qui viennent. Bien sûr, on a l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, 2,5% d'augmentation par an du taux de maladies chroniques. Alors pour l'activité hospitalière, c'est très bien. C'est très bien. Pour le système de santé, c'est un tout petit peu moins bien parce que tout le monde sait que de toute façon, on n'y arrivera pas. Toutes les projections qui sont faites, et le CTA a fait des projections il y a maintenant 2 ans, elle nous donnait 7 ans d'espérance de vie pour notre système, donc il en reste 5. Et après, la désadaptation de notre système de santé aux enjeux, et le président de la République l'a dit, là c'est le taux de passage aux urgences par rapport à l'augmentation de la population. Et on voit bien qu'effectivement, le taux de passage aux urgences n'a rien à voir avec l'augmentation de la population. Alors, qu'est-ce qu'on a pour répondre à ça très rapidement? On sait le système cible, en fait. Ceux qui travaillent sur les systèmes de santé, et je ne sais pas quelle est votre connaissance des systèmes de santé, il y a plusieurs systèmes de santé possibles, mais globalement, l'OMS a proposé un système de santé qui s'appelle Integrated People Centered Health Services, qui correspond à faire un système intégré où on intègre les structures de soins primaires aux structures de référence et aux structures d'excellence. Et globalement, ce système intégré, avec un développement de la promotion de la santé, de la prévention et de la santé publique, est le système qui est retenu actuellement par l'ensemble des pays comme évolution du système de santé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a proposé le président de la République. On avait fait cette proposition dans la stratégie nationale de santé, et c'est ce système qui est retenu globalement pour l'évolution du système français dans les années qui viennent. Globalement, on sait qu'il faut à peu près 15 ans pour faire évoluer assez fortement un système de santé, et l'idée est de faire un système qui soit pérenne pour à peu près 50. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, et à l'étranger, est-ce qu'il existe des choses? Oui, il existe des choses, et si j'avais à synthétiser vraiment ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très en retard sur le rôle des soignants dans la prévention. Et vous voyez que même les Américains, dont on ne peut pas dire que le secteur hospitalier ait une vision très populationnelle et très équitable de la prise en charge, il y a une réflexion notamment de certains groupes hospitaliers américains sur le rôle du secteur hospitalier dans la prévention et surtout dans la santé de la population, notamment, pas simplement avec son action médicale, mais aussi avec son action locale,
sur l'emploi, réduction des inégalités, par ses achats, éco-responsables, etc., etc. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à lire ce rapport qui est très intéressant. Et puis les Anglais nous donnent l'exemple à travers deux actions qui sont extrêmement fortes et extrêmement puissantes en Angleterre en ce moment. Une action qui s'appelle « Making every contact count », c'est-à-dire faire en sorte que chaque contact avec des personnels soignants compte. Je vous en reparle dans une minute. Et puis l'autre qui s'appelle « All Our Health », là encore, comment on peut sensibiliser des soignants à faire en sorte qu'ils s'inquiètent de la santé globale de la population. Simplement pour aller très très rapidement, je n'ai pas le temps de détailler, vous voyez qu'il est prévu, ils ont des formations, hein, notamment des formations en ligne. Je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe sur Public Health England. Hein. J'essaye de convaincre Geneviève Chienne, qui vient de reprendre Santé publique France, qu'on s'engage dans cette voie de formation des soignants. Vous voyez, avec des interventions très brèves, des interventions plus poussées, et ceci en fonction des soignants et en fonction de la population qui touche. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas, nous, de mode d'emploi, on ne va jamais y arriver. Il faut qu'on nous explique comment ça marche. Il faut nous faire ce qu'on appelle un référentiel. Et il se trouve qu'on n'a pas de référentiel en France des pratiques cliniques préventives. Donc, effectivement, c'est un peu gênant pour développer la prévention. Alors, on a fait des recommandations, le Haut Conseil a fait des recommandations pour développer la prévention chez les offreurs de soins autour de 3 pôles. Un, ce qu'on a appelé les pratiques cliniques préventives, c'est-à-dire quand on voit un patient, comment on peut développer des pratiques cliniques préventives. Pas simplement axées sur la pathologie du patient, certes sur la pathologie pour la prévention tertiaire, mais aussi en prévention primaire et sur les facteurs de risque. Et puis bien sûr l'adressage à des populations, à des gens qui ont une expertise, les tabacologues, les diététiciens et autres en termes d'expertise. Et puis on l'avait déjà proposé dans le travail sur les groupements hospitaliers de territoire, et je sais que vous y êtes sensibilisés puisque la FHF travaille là-dessus, on a rencontré les gens qui s'en occupent, c'est développer la responsabilité populationnelle des établissements de soins, des offreurs de soins. Alors cette responsabilité populationnelle, en fait, elle est complexe, c'est très difficile de synthétiser, hein, ça, mais vous le savez, c'est un concept qui nous vient du Canada et qui consiste en fait à intégrer la prévention, le care et le cure. Et en fait, c'est un continuum entre prévenir, soigner et prendre soin. Et ce continuum, en fait, n'existe pas, enfin en tous les cas de façon explicite dans nos systèmes de soins, notre système de soins, et l'enjeu est probablement de le développer. Puis, troisième point, c'est l'expertise. L'expertise qu'on a tous dans nos établissements hospitaliers et qu'il faut mettre au service de la santé de la population. On a des gens qui sont des spécialistes des bases de données, on a des gens qui sont des spécialistes de la production d'indicateurs. Oh, il faut les utiliser pour avoir une vision de la santé de la population. Et je pense qu'il y a des directeurs d'hôpitaux, enfin je ne sais pas quel est l'auditoire, mais encore une fois, c'est pour réveiller l'auditoire. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'un directeur d'un hôpital n'ait pas de notion de la mortalité prématurée sur son territoire. C'est quoi la mortalité prématurée? C'est quoi la mortalité prématurée par rapport à la région d'à côté? Et je me dis, quelles sont les causes de la mortalité prématurée? Quelle est la mortalité prématurée évitable? Et il me semble que si on fait cet effort d'appréhender ça, effectivement, on peut avoir, excusez-moi, la carte, c'était la carte de ma région hein, qui est derrière, on peut avoir des établissements qui s'insèrent complètement dans le territoire et qui développent donc cette responsabilité populationnelle. Une responsabilité populationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas simplement de la patientèle, mais qu'on s'occupe de la population. Et ça veut dire forcément qu'on a des alliances avec tous les acteurs du territoire. Ça veut dire qu'il faut sortir de nos établissements, mais on le fait déjà à tous. En fait, c'est simplement expliciter une grande partie des choses qui sont implicites et qui sont complètement diffuses à l'intérieur de l'hôpital. Alors, je termine sur cette diapo, moi qui est la fin de mon message, c'est « Et après tout, si on considérait que la santé n'était pas un marché.
Et si on considérait que c'était un capital, et un capital, même le capital population, qui est le plus cher dans une population, le plus important dans une population, on sait que la santé, en fait, c'est le plus important pour une population, parce que le travail, parce que la production scientifique, parce que tout ce que vous voulez, dépend quand même largement de la santé de la population. Donc il me semble qu'on aura vraiment fait notre évolution culturelle quand on arrêtera de considérer que c'est un marché et à se piquer les parts de marché les uns aux autres, et qu'on s'occupera de la santé de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour cette vision, pour ce panorama complet. Je retiens là, et si il s'agissait d'un capital social, et c'est vrai que l'élu que je suis à Toulouse est très sensible à cet aspect-là, où même si les collectivités et les élus municipaux n'ont pas de responsabilité propre en santé, ils sentent bien que c'est une thématique qui est une thématique extrêmement générale et qui concerne à laquelle adhère l'ensemble de la population. On a peut-être le temps pour... On va enchaîner parce qu'on a déjà pris un peu de retard, mais on a peut-être le temps pour une question, si vous... Oui. Moi, je fais partie de ceux qui ne connaissent pas bien la mortalité prématurée sur leur territoire. Et autant j'adhère totalement à votre démonstration, autant j'ai quand même un questionnement. Est-ce que vraiment le curateur est la personne la mieux placée pour prodiguer les messages qui vont permettre l'éducation à la santé de la population? Ou je vais le dire autrement, dans un système de pénurie de la ressource médicale, est-il vraiment opportun de consacrer une partie de cette ressource médicale aux actions de prévention? Ou est-ce que d'autres acteurs ne pourraient pas le faire aussi bien? Vous avez raison, et en même temps, je mettrai des nuances. Déjà, premièrement, sur la pénurie de médecins, ça mériterait un long débat. Ça mériterait un long débat. Et que je ne veux pas entamer ici, parce que ça a beaucoup de ramifications. Ça a beaucoup de ramifications. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Deuxièmement, le secteur hospitalier, dans notre système de santé, pèse 43% des dépenses. Si on veut que notre système change pour développer la prévention, il n'y a pas d'autre option que d'inciter ce secteur-là à évoluer. Et vous savez que tout le monde n'est pas d'accord, hein. Moi, je défends une position, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit majoritaire. Et notamment, le HCAM nous dit, mais attendez, arrêtez, ce n'est pas à l'hôpital de faire ça. Mais si ce n'est pas à l'hôpital de faire ça, et si on n'est pas capable de mobiliser une partie des 110 maintenant, près de 110 milliards d'euros, pour faire ce virage préventif, à mon avis, on n'y arrivera jamais. Et donc, comme on n'y arrivera pas, la solution, elle sera prise de façon moins concertée qu'on pourrait le souhaiter. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc moi, je pense que nous, hospitaliers, on a vraiment une carte à jouer que de faire évoluer les offreurs de soins vers la prévention, pas bien sûr toute, et bien évidemment avec des paramédicaux, parce que comme vous le dites très bien, ce n'est pas l'affaire que des médecins. Cela dit, les médecins et le système hospitalier peuvent donner le là dans un territoire. S'ils ne le donnent pas, je pense que ça changera difficilement. Merci. Dernière question après on enchaîne, monsieur. Oui, bonjour. Associé, vous avez place. Vous avez parlé effectivement de système, vous avez parlé de financement, et notamment le financement des hôpitaux qui est quand même un choix politique. Et je me demandais la compatibilité qu'il pouvait avoir entre ce choix de ce financement avec la responsabilité populationnelle. Parce que au-delà justement, nous, donc, je me présente, je m'appelle Léo Donzel, je suis docteur à Bordeaux, spécialiste je suis pharmacien en prévention. Et on voit aussi quand même que la responsabilité populationnelle, le fait de sortir, de voir plus loin que le patient et plus la population, on sort du coup des créneaux de financement de l'hôpital. Nous, on fait que de la financement par projet, ce qui est très embêtant pour rester poli. Et c'était savoir aussi qu'est-ce qui devrait évoluer pour qu'on puisse être... est-ce que l'un peut bien correspondre à l'autre? Je pense que le directeur général de l'ARS qui est parmi nous a plus
d'éléments de réponse que je peux en avoir. Mais effectivement, il faut qu'on fasse évoluer le financement, me semble-t-il, des structures de soins si on leur confie une responsabilité populationnelle sur des objectifs populationnels. Et on voit que les Anglais, par exemple, ont des objectifs territoriaux partagés avec tous les acteurs de soins. On peut très bien imaginer qu'on se fixe comme objectif collectif la baisse de l'obésité infantile, par exemple, sur un territoire, et qu'il y ait un intéressement collectif à l'atteinte de cet objectif. Donc, si vous voulez, des pistes, il y en a. Olivier Véran, dans son rapport, avait aussi, il y a maintenant 3 ans, ouvert quelques pistes de réflexion. Donc, effectivement, notre système de financement à l'activité n'est pas du tout adapté à cette évolution-là. Alors, il y a 2 solutions. Soit on attend que ça s'adapte et on ne fait rien, soit, sous la pression, le système s'adaptera. Je vous laisse imaginer ce que je préférerais, mais